Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale de Radio Courtoisie. C'est l'heure de l'entretien avec notre invité. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Garot. Bonjour Jean-Paul Garot. Oui, bonjour Monsieur Cotten. Jean-Paul Garot, je rappelle que vous êtes magistrat professionnel en détachement. Vous avez été élu en mai dernier député européen sur la liste du Rassemblement national. Vous avez été, je vais rappeler brièvement votre carrière, vous avez été juge d'instruction, président de tribunal de grande instance, directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature, avocat général auprès de la Cour d'appel. Vous aviez été élu député UMP de la Gironde en 2002 et jusqu'en 2012, où patatras, vous avez été désavoué par Juppé pour avoir remis en question le fameux principe du cordon sanitaire entre la droite et le Front National. Hein, je ne me trompe pas jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Voilà. Entre-temps, vous êtes revenu magistrat et vous avez notamment élaboré, après les attentats de 2015, l'ossature de ce qu'on appelle aujourd'hui le parquet national antiterroriste qu'Emmanuel Macron a mis en œuvre. Et j'ajoute enfin que vous êtes toujours très connecté à votre milieu professionnel puisque vous présidez l'association professionnelle des magistrats. Commençons, si vous voulez bien, monsieur le député, par le terrorisme. La difficulté, finalement, aujourd'hui, expliquent les spécialistes, c'est de déterminer le moment où les gens qui sont suivis, qui sont potentiellement des menaces, vont basculer et passer à l'acte. Vous aviez préconisé, si je vous ai bien suivi, un parquet national antiterroriste avec des ramifications en province pour justement anticiper cette menace, Jean-Paul Garot. Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, il y a évidemment de nombreuses solutions possibles, mais la solution miracle n'existe peut-être pas. Mais en fait, moi je m'étais rendu compte depuis des années qu'il fallait mettre en place des dispositifs pour faire en sorte de prévenir, bien entendu, ces actes terribles. Et pour les prévenir, il faut en réalité traiter de très nombreuses informations qui remontent, mais qui quelquefois ne le sont pas traitées, justement parce qu'elles sont trop nombreuses, parce que les services, je dirais, de police, de justice ne sont pas adaptés à cela. Donc il fallait créer une structure déjà dédiée pour cela, véritablement dédiée. On sait bien que c'était le parquet de Paris qui s'occupait de cela uniquement, parquet de Paris qui, évidemment, s'occupe de très nombreuses autres infractions. Donc cette structure dédiée était absolument indispensable. À menace permanente, il fallait une structure permanente. Bon, ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous dites en quelque sorte qu'il y a un engorgement de l'institution judiciaire avec ces sujets-là. Enfin, elle est déjà très occupée et qu'en réalité, il fallait créer une branche différente pour fluidifier en fait les dossiers. Oui, mais si vous voulez, en plus de cela, la logique de la justice est une logique qui s'occupe de droit commun, de cas individuels. Là, nous sommes sur une dimension qui n'a absolument rien à voir. Nous sommes face à des terroristes, c'est-à-dire des gens qui veulent absolument abattre une société. Ce n'est pas une logique individuelle qu'il faut avoir. Il faut avoir une logique qui s'attaque à un système qui est contre nous, c'est-à-dire c'est une véritable guerre. Or, la justice française n'était pas armée d'un point de vue légal, d'un point de vue de moyens matériels, humains et légal pour cela. Donc la structure doit être une structure totalement nouvelle avec des ramifications régionales. C'est en cela d'ailleurs que ce qui a finalement été mis en place par Emmanuel Macron n'est en aucune façon suffisant. Et avec, en plus, une législation particulière, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas lutter efficacement contre ces réseaux avec une législation, entre guillemets, de droit commun, avec une justice, entre guillemets, ordinaire. Et là, quand on prononce ces mots, aussitôt, vous avez quelques belles âmes qui, bien entendu, se manifestent. Alors, voilà. Pour être très concret, ça veut dire que vous voulez aller plus loin que les lois, je passe notamment à la loi sur le renseignement de 2017, si ma mémoire est bonne. Vous voulez aller plus loin que cela? Oui, parce qu'il a fallu déjà de très nombreux morts, des drames épouvantables, pour qu'on commence à déjà désigner l'ennemi, à déjà dire certains mots. Hein. Donc cette idéologie qu'il y a dans la justice et ailleurs dans la société française retarde, freine considérablement. Vous savez, c'est pas tellement politiquement correct de dire un certain nombre de choses. C'est risqué par rapport à certains qui veulent avoir des carrières politiques, etc. Moi, tout ça ne m'intéresse en aucune façon. Ce qui compte, c'est le résultat.
Le résultat, avec une justice évidemment digne de ce nom, une justice qui doit piloter, si je puis dire cela, diriger cela, parce que les juges sont habilités. Les juges, si vous voulez, dans un État démocratique, bien entendu, sont les juges qui ont cette responsabilité. Et c'est à eux, finalement, de devoir mener cette action de fond qui doit être celle qui va permettre de gagner cette guerre. Alors, monsieur le député, vous parlez des juges, vous parlez de la responsabilité. S'il y a bien des gens qui devraient avoir les yeux ouverts sur la réalité de cette menace, c'est évidemment les policiers et aussi les juges. Pensez-vous que les juges... diriez-vous que les juges n'ont pas totalement les yeux ouverts, ou s'ils les ont, ils sont encore trop masqués par des grilles philosophiques ou idéologiques passéistes ? Oui, alors il faut se garder bien sûr d'options catégoriques par rapport à cela. J'imagine. Mais il est certain que d'un point de vue général, la pénologie, la criminologie, la philosophie... Oui, allô, monsieur le député ? Oui, on a été coupé. Aucun problème. Oui, bon, alors donc vous disiez il ne faut pas généraliser en parlant des juges. Oui. Alors, oui, donc je vous demande, je vous disais s'il y a bien des... On va reprendre le fil. Non, mais si vous voulez, je disais donc que en fait, il y a une sorte d'idéologie, enfin d'une philosophie qui tourne autour de la, en matière pénale, autour de la philosophie de la peine, autour d'un contexte très effectivement idéologique qui fait qu'en réalité, ceux qui connaissent le système pénal, qui ont été déjà condamnés et qui souvent reviennent parce qu'en réalité, plus ils connaissent le système pénal et moins ils en ont peur. Mmh. Voilà. D'accord. Et donc nous avons, alors bien entendu, le système répressif qui finalement n'est pas véritablement utilisé, puisque la philosophie de la peine, c'est quelque chose qui est fait pour aider en quelque sorte un délinquant à revenir entre guillemets dans le droit chemin. Bon, or, il faudra peut-être un jour essayer une autre philosophie. Bon, bien sûr, pas d'une façon systématique, adaptée à chaque cas, mais qui soit finalement quelque chose qui fasse en sorte que le délinquant n'ait pas envie de revenir devant les juridictions. Bon, c'est un peu simpliste ce que je dis là, mais mais c'est clair. Quand j'étais en fonction, et encore il n'y a pas si longtemps que cela, mes audiences étaient des audiences où il n'y avait quasiment que des récidivistes. Incroyable, mais vrai. Ceci étant, sur les questions de terrorisme, comme je vous l'ai dit, nous sommes face à des délinquants particuliers. Ce ne sont pas des véritables délinquants. C'est en cela, d'ailleurs, que la dimension est totalement différente. Nous sommes dans un état de guerre avec des combattants et nous n'avons pas les moyens légaux suffisants de les combattre. Alors, c'est pas pour rassurer, mais il n'y a pas que la justice française qui a du mal, ou l'État français qui a du mal à s'adapter à cette nouvelle guerre. Vous êtes donc élu depuis quelques mois au Parlement européen et vous m'expliquez en aparté que vous siégez notamment à la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à Strasbourg. Cette commission qui s'occupe notamment de terrorisme et pas que, immigration, criminalité transfrontalière, etc. Et vous avez découvert, monsieur le député, que la commission spéciale mise en œuvre contre antiterrorisme en 2007 avait disparu. Oui, non mais c'est incroyable. Cette grande maison qui est d'une complexité considérable, dans laquelle il y a des moyens considérables, j'ai effectivement constaté avec effarement qu'une commission spéciale et temporaire qui avait été créée en 2017, qui avait rendu un rapport en 2018, par définition, étant temporaire, n'avait pas été reconduite. Ce qui fait que, en réalité, avec la nouvelle mandature, il n'y a aucune structure particulière au Parlement européen dédiée à la lutte donc contre le terrorisme qui touche évidemment de nombreux pays européens, sujet sur lequel l'Europe entière devrait se mobiliser naturellement pour lutter contre ce fléau. Alors j'ai d'une façon très spontanée, naturelle, et en cela bien sûr tous les députés de mon groupe ont acquiescé et me soutiennent, demandé la création non pas d'une commission temporaire mais d'une commission permanente, naturellement, permanente. Alors ceci sera bientôt tranché, mais si vous voulez, moi j'ai peur que dans cette maison où les questions politiciennes, idéologiques sont telles, j'ai peur que même sur un sujet comme celui-là, il n'y ait pas d'accord. Alors monsieur le député et monsieur le magistrat,
là, vous savez mieux que quiconque qu'on passe sans crier gare du terrorisme à la grande criminalité et de la grande criminalité au terrorisme. Je voulais que qu'on parle un peu des banlieues. Il y a donc dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, il y a eu une série d'émeutes, appelons un chat, notamment en banlieue parisienne, mais pas seulement. Édouard Philippe a déclaré à propos des voyous de Chanteloup que c'était des petits imbéciles. Certains spécialistes laissent entendre que ces actions étaient concertées. Comment vous analysez ce qui se passe, cette espèce de regain, résurgence, ou ces feux en série dans les banlieues là? Ce ne sont pas, évidemment, de petits imbéciles, ce sont des criminels, évidemment, ce sont des criminels. Il n'y a pas d'incivilité, ce sont des délits et des crimes, voilà, très simplement. Commis envers des forces de l'ordre, bien entendu, c'est d'une gravité absolue. Mais il faut dire, pour être évidemment très honnête, que ceci ne date pas d'aujourd'hui. Ouais, ça c'est certain. Et que souvenons-nous des banlieues, des émeutes de 2005. Certains spécialistes disent même que ce qui s'est passé ces derniers jours est plus grave encore en termes d'intensité que 2005, monsieur le député. Oui, bien sûr, parce que il y a maintenant un état d'esprit plus ou moins permissif, et puis l'État, c'est complètement délité. Vous avez des responsables politiques qui donnent des coups de menton, mais en réalité, sur le terrain, il n'y a plus personne. Les policiers, bien entendu, ne peuvent plus y aller. Donc nous sommes dans une situation quasi insurrectionnelle dans de nombreux territoires de notre République. Quel est le moteur de ces forces insurrectionnelles, monsieur ? Oui, c'est justement, si vous voulez, moi, depuis très longtemps, je dis il faut prendre ce problème-là par diverses voies, naturellement. Mais il y en a une qui n'a jamais vraiment été utilisée, c'est tout ce qui est, finalement, tout ce qui finance ces opérations, tout ce qui est derrière, l'économie parallèle, en quelque sorte. Ce sont les affaires de drogue. Je commence à entendre ça dans les discours publics. En réalité, depuis très très longtemps, nous avons ce terreau qui repose sur finalement un financement grâce à des trafics de drogue de plus en plus importants, avec des sommes absolument considérables, et avec des jeunes gens qui, évidemment, tirent des profits considérables de tout ceci, et ils ont leur propre organisation, leur réseau, et tout ceci fonctionne très bien. Donc, si vous voulez, si on luttait avec force contre ces réseaux de drogue qui se sont mis en place, s'il y avait là aussi des affaires judiciaires, des juges qui prenaient en main, comme cela m'est arrivé dans ma carrière, de lutter vraiment fondamentalement avec énormément de détermination dans ces affaires de drogue pour préparer ces dossiers, pour avoir des actions judiciaires, pour savoir exactement qui il faut arrêter. Oui. Attendez, je vous coupe, monsieur le député. Ce que vous êtes en train d'insinuer, c'est que finalement, on ne lutte pas vraiment contre ce fléau. Mais on fait des opérations, on envoie des policiers quand on peut, des ministres font des déclarations, on indique à un moment donné on va faire un plan comme ceci, un plan comme cela, on donne des millions d'euros, enfin je schématise parce que de l'argent, il y a beaucoup d'argent public qui a été insufflé bien entendu dans ces banlieues, beaucoup, il ne faut pas dire... Dizaines de milliards d'euros. Bon, bien entendu. Bon, eh bien l'action, elle doit être déterminée, c'est-à-dire toute l'économie parallèle évidemment dans ces banlieues, on s'attaque à cette économie parallèle, c'est-à-dire au trafic de drogue, ça permet d'infiltrer, ça permet de revenir par des actions ciblées, et plus on aura des actions ciblées, plus on va détruire ce qui s'est construit finalement pendant des années. Alors à cela, bien entendu, il y a beaucoup d'autres phénomènes. Les quartiers minés par le Covid. Bien entendu. Ouais. Mais si vous voulez, d'abord et avant tout, il faut que la puissance publique retrouve digne de son nom. Or, l'État, là aussi, c'est complètement délité. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on aborde l'immigration. C'est un sujet brûlant d'actualité à Paris, mais c'est également un sujet brûlant d'actualité à Bruxelles, à Rome, ou également à Londres. Enfin, moins à Londres en tout cas aujourd'hui. D'un côté, Édouard Philippe annonce un plan pour lutter contre l'immigration, et de l'autre, Emmanuel Macron négocie avec les Européens, et en particulier avec Berlin, pour mettre en place un système automatique d'accueil des réfugiés, monsieur le député. Mais bien entendu, c'est toujours le double discours, si vous voulez. Alors, on veut répondre à une pression populaire de plus en plus forte qui exige que l'on traite ce problème majeur.
Et puis d'un autre côté, donc on sort une sorte de plan avec des quotas sur l'immigration, des quotas d'ailleurs qui ne concernent que les immigrés économiques, c'est-à-dire une parcelle infime de l'immigration légale. 30 000 sur 250 à peu près. Bien sûr, donc cela, c'est absolument pas le problème. Et d'un autre côté, bien sûr, à Bruxelles, avec les institutions européennes, simplement, on pense à se répartir, et on prend des décisions destinées à se répartir automatiquement les migrants. On continue de donner des milliards à la Turquie pour que surtout elle garde les réfugiés syriens, et la Turquie, bien sûr, qui menace avec toute la suffisance dont elle fait preuve par son président, elle menace finalement de rompre cela, et donc elle menace l'Europe d'avoir énormément de réfugiés qui viennent. Enfin, on est là aussi dans une situation où la France ne tient plus son rôle. Pensez-vous, monsieur le député, que les Européens de l'Est vont laisser Emmanuel Macron et Angela Merkel mettre en place ce système de répartition automatique des immigrés et assorti d'ailleurs d'un système d'amende fiscale, financière pour ceux qui ne joueraient pas le jeu? Pensez-vous que les Européens de l'Est vont se laisser emporter? Non, bien entendu, ils ne se laisseront pas faire, et heureusement, ils ne se laisseront pas faire. Mais si vous voulez, tout ceci repose... Moi, je constate, et encore hier, j'étais à une réunion de ma commission où il y avait ce discours ambiant, la teintée de toute cette même idéologie, où finalement, on ne voyait effectivement que une situation dramatique, et c'est vrai qu'elle est dramatique pour de nombreux migrants, et c'est vrai qu'il y a des drames profonds, et ça je ne le nie pas, sauf que on ne met pas en place des solutions pour combattre les causes de cela, mais simplement on essaye de parer aux conséquences en distribuant des millions et en faisant en sorte qu'on ne répond pas véritablement à ce danger, à ce fléau, bien sûr, parce que nous avons un devoir, c'est celui de protéger nos populations. Merci beaucoup. Je rappelle, monsieur le député, que vous organisez un colloque à l'Assemblée nationale le 9 janvier prochain sur la fameuse Cour européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous, merci. Il est 7h27, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Vous pouvez, je rappelle, nous retrouver tous les mardis, mercredis et jeudis. Excellente journée.